Bienvenue à cette session intitulée les microservices avec Azure. C'est une session où on va vous montrer au travers du retour d'expérience de United Credit comment on a mis en place une solution à base de microservices en utilisant la technologie cloud Azure. Donc, je suis Michel Hubert, je suis le directeur technique de Selensa et je suis également expert sur toute la stack Azure de Microsoft. Bonjour, donc moi je me présente. C'est Christophe Medec, je suis architecte technique au sein de United Credit. Alors rapidement, qui est Selensa? Donc, Selensa est un cabinet de conseil d'expertise sur les technologies Microsoft et les méthodes agiles. On intervient sur des problématiques autour d'architecture cloud, de projets mobilité web, et également tout ce qui est autour de mise en place de démarches DevOps. Et on couvre quasiment l'ensemble de la stack Microsoft. Et United Credit, comme son nom l'indique, c'est un organisme de crédit. C'est une fintech qui a été créée en 2009 et qui a démarré son activité commerciale fin 2011 lorsqu'elle a obtenu son agrément d'établissement de crédit qui a été délivré par la Banque de France. Actuellement, c'est une société qui compte une centaine de personnes, dont 30 à l'IT. Donc, comme je disais, on est spécialisé dans le crédit aux particuliers. On est en train de s'étendre à l'international. Début d'année, on s'est étendu en Italie et en fin d'année, ça sera en Espagne. Et juste un chiffre représentatif, c'est depuis le début de la création de l'entreprise, on a octroyé 320 millions d'euros de crédit. Avant d'entrer dans le détail sur comment on a mis en place les microservices chez United Credit, faisons d'abord une petite introduction sur qu'est-ce qu'un microservice, pour qu'on partage tous la même définition. Généralement, quand on développe des applications, on fait souvent ce qu'on appelle des applications monolithiques, où en fait on va avoir toutes les fonctionnalités dans un seul processus. Il y a 5 ans, quand je développais des sites e-commerce, j'avais un site e-commerce qui était une seule application. La principale problématique, c'est que quand je dois faire une évolution de mon site e-commerce, par exemple changer juste une page sur le catalogue, on était obligé de redéployer l'ensemble de l'applicatif. Ce qui est un process très lourd et ce qui oblige notamment à faire des tests de non-régression sur l'ensemble de l'application pour des changements qui peuvent être très mineurs. De plus, avec une approche monolithique, si j'ai besoin d'avoir du scaling de mon application, je suis obligé de scaler l'ensemble de l'application. Si je reprends encore l'exemple d'un site e-commerce, on sait que sur un site e-commerce, le trafic, c'est 80% le catalogue et 20% le tunnel de commande. Donc si j'ai une hausse d'activité sur le catalogue, je suis obligé de scaler l'ensemble de mon application, donc aussi bien ma base client que mon espace catalogue, que mon tunnel de commande, etc. Donc pour résoudre ces problématiques, on va mettre en place ce qu'on appelle des architectures microservices. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste assez simplement à splitter l'application en fonctionnalités business et d'héberger chaque fonctionnalité dans un service. Ce qui va me permettre notamment d'avoir une meilleure scalabilité, puisque quand je vais avoir un service qui va être fortement sollicité, je pourrai scaler que ce service unitairement sans impacter les autres services. De plus, si j'ai besoin de déployer une mise à jour d'un service, comme il sera autonome, je vais pouvoir le déployer de manière unitaire, encore une fois, sans impacter les autres services. Donc j'aurai une meilleure isolation de mes services. Si on essaie de donner une définition sur qu'est-ce qu'un microservice, alors aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de définition officielle sur qu'est-ce qu'un microservice. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est avant tout un design d'application, où en fait l'application sera une somme de services. Alors plutôt que de donner une vraie définition officielle, je préfère parler plutôt de caractéristiques d'un microservice. Donc, pour qu'un microservice soit vraiment reconnu comme étant microservice, il doit répondre à un certain nombre de caractéristiques. Les principales sont sur ce slide. Le plus important pour moi, c'est qu'un microservice, il faut qu'il soit autonome et indépendant. Il ne faut pas qu'il ait d'adhérence forte avec d'autres services, pour qu'il puisse avoir son propre cycle de vie. Son découpage va être orienté sur ce qu'on appelle des business capabilities, donc plutôt des fonctionnalités métiers. Ce n'est pas des services techniques, mais bien métiers fonctionnels. On parle également de Smart Endpoint.
Alors ça, c'est pour faire l'analogie en fait avec ce qu'on faisait au niveau de la SOA, c'est que toute l'intelligence métier était mise dans ce qu'on appelait des ESB, donc des bus de services d'entreprise. Avec les microservices, cette intelligence métier, je la mettrai sur le service et même sur le endpoint, donc sur l'interface du service. Et pour communiquer entre tous ces services, on va utiliser des contrats standards, notamment le protocole HTTPS, pour que les services puissent échanger l'information, échanger des messages entre eux. Un autre point important dans les microservices, c'est qu'il faut que le microservice soit élastique, donc il faut qu'il soit scalable. Donc ça forcément implique des considérations à prendre sur sa conception. Il faut qu'il soit résilient de manière autonome, c'est-à-dire que si le microservice tombe, il faut qu'il soit capable de redémarrer et soit capable de ne pas impacter les autres services. On peut mettre ça en place avec différents types de patterns de développement. Et le dernier point que j'illustrerai, c'est qu'il faut qu'il soit automatisé, notamment dans sa chaîne de release. Parce que si on revient sur des approches manuelles, on n'aura pas ce qu'on appelle vraiment un microservice. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez vu avant sur la mise en place de solutions comme Jenkins pour automatiser le cycle de release d'un microservice. On verra comment on fait ça avec des solutions Microsoft. Donc, comme je le disais, un microservice, il est conçu autour de business capabilities. Donc, quand on fait des applications assez classiques, on a un front, on a un middle et on a aussi une base de données, le back-office. Et généralement en face, on a une équipe différente. On a une équipe qui est spécialisée dans le front, qui va faire toute la partie graphique, la partie métier frontal. On a une équipe qui va s'occuper du middleware, souvent la plus grosse, celle qui va gérer toute la partie métier de l'applicatif. Et tout en bas, on a quelques DBA qui vont s'assurer que la base de données est performante et opérationnelle. Avec une approche microservice, il est important de revoir cette organisation et on va travailler plutôt sur la notion de feature team. Donc on va regrouper ces différentes compétences au sein d'équipes autonomes qui vont à la fois gérer l'ensemble des stacks, aussi bien la partie front, la partie middle et back, pour gérer des microservices. Donc le microservice, comme il sera autonome, il contiendra à la fois ces trois éléments, le front, le middle et le back. Un des principes forts des microservices, et c'est lié aussi à l'organisation feature team, c'est que celui qui construit le microservice, c'est celui qui va le déployer, mais c'est aussi celui qui va l'opérer. C'est pour ça que dans les équipes, les feature teams, on va également intégrer toute la partie opération. Et on verra après chez United Credit comment on a mis en place cette approche autour de DevOps pour résoudre cette problématique de pouvoir gérer l'ensemble du cycle de vie d'un microservice. Un dernier point avant de rentrer en détail sur le retour d'expérience, c'est la partie data, qui a, avec l'approche microservice, qui nécessite quand même des refontes assez importantes de la partie data. Quand on faisait encore une fois un site e-commerce il y a 5 ans, on avait une base centrale, une grosse base SQL, relationnelle, qui gérait l'ensemble de mon site e-commerce. Et très rapidement, on s'est rendu compte que dès qu'il y avait un besoin de performance ou de scalabilité, le goulot d'étranglement, c'était la base de données. Avec une approche microservice, ça va être très différent, puisque chaque microservice aura son propre système de stockage, qui peut être SQL ou NoSQL, en fonction du besoin du microservice. Donc, si on prend toujours l'exemple du e-commerce, on peut très bien imaginer un microservice catalogue qui va stocker le catalogue dans un type NoSQL document, MongoDB ou DocumentDB dans l'offre Azure de Microsoft. Et la partie commande pourrait être du relationnel, une base SQL Server ou Oracle très classique. Donc, avec les microservices, il faut bien retenir que chaque microservice il a son propre stockage dans une techno différente. Et c'est aussi l'un des grands avantages de cette approche, c'est qu'une équipe peut très bien développer un microservice dans un langage comme .NET, une autre en Java et une troisième sur les technos type JavaScript, Node.js. Donc, comme l'expliquait Michel, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui se retrouvent avec une solution monolithique, un gros bloc qui évolue au fil des années. C'est ce qui s'était passé chez United Credit. On avait une seule solution qui gérait le front, le back, le middle, la base de données, et ça devenait de plus en plus dur, de plus en plus lourd à faire évoluer et à modifier. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une
une architecture microservice. Si on est parti là-dessus, c'est parce qu'on est en très forte croissance. Donc ça nécessite énormément d'évolution et il faut qu'on soit assez rapide pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités. L'extension à l'international, comme j'en avais déjà parlé. De plus, dans quelques semaines maintenant, on va faire de la communication offline, on va faire de la pub à la télé, ce qui va générer des fortes charges, des gros pics de trafic. On a besoin de réduire le time to market pour pouvoir délivrer très rapidement des fonctionnalités d'évolution. Et on a besoin aussi d'accélérer tous les processus métiers. Donc ça, c'est un exemple de l'infrastructure qu'on a mis en place en début d'année pour l'Italie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui est assez modulaire. Le bloc du haut, là, c'est vraiment la partie front-end. On a découpé toutes les briques pour qu'elles soient vraiment autonomes, que ce soit des règles de pricing, des règles de scoring, d'acceptation, de la gestion de documents. Chaque brique est une application à part entière qui a aussi son propre conteneur de données. Par exemple, le pricing a sa propre base de données SQL Azure, le file storage utilise son propre stockage. Donc en fait, un microservice est composé de plusieurs briques microservices. Sachant que quand on a mis en place l'architecture microservice, on n'a pas essayé de définir, de donner une définition de ce que c'était un microservice. Mais en regardant tout ce qu'on a fait, ce qui en ressort, c'est que pour nous, c'est une application qui a en général une API, qui a un rôle bien défini, bien spécifique, qui a son propre cycle de vie et son propre environnement d'exécution. Pour définir notamment ce qu'est le périmètre d'un microservice, alors, il y a une grosse erreur marketing dans le mot microservice, parce qu'il n'y a de micro que son nom. Un microservice peut être un bloc assez important dans le SI. Il ne faut pas croire qu'un microservice est forcément un tout petit service. Ça n'a pas de lien entre eux. Alors l'une des solutions pour définir proprement le microservice, c'est d'utiliser une démarche qu'on appelle le BDD, qui est issue des méthodes agiles, qui s'appelle Behavior Driven Development, qui permet d'établir un langage commun entre les différents intervenants d'un projet, que ce soit le métier, les développeurs, les testeurs, les parties opérations. Et donc le BDD permet de définir des scénarios métiers, qui vont être ensuite découpés sous forme de features, et ces features vont ensuite découper sous forme d'expressions facilement compréhensibles par n'importe quel intervenant sur le projet, ce qu'on appelle généralement le given when then, où je vais pouvoir définir de manière, dans un langage naturel, ce que j'attends du microservice, ce que j'attends de mon scénario, comment je vais pouvoir le tester et vérifier qu'il est conforme à ce que j'attendais. Et ensuite, ces scénarios BDD seront ensuite traduits automatiquement vers une approche TDD, donc Test Driven Development. Donc tout ça va de manière plus ou moins automatique me générer mes tests unitaires automatisés. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre en place le code pour répondre à mes tests unitaires, jusqu'à ce qu'ils soient tous opérationnels. C'est l'une des démarches qui a été mise en place chez United Credit. Donc pour la solution technique, historiquement, on était dans une architecture un peu classique, c'est-à-dire on avait nos propres serveurs, un hébergeur, on gérait nos machines directement, et ça ne répondait pas tout à fait à nos besoins. Si on voulait faire évoluer la plateforme pour l'international, ça implique d'acheter de nouveaux serveurs, de les dimensionner pour qu'ils tiennent quelques années, les installer, configurer, ça a un coût, ça prend du temps, et ce n'est pas notre cœur de métier. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à étudier les solutions type cloud. Donc on en a étudié plusieurs, parce qu'on avait besoin justement d'avoir une abstraction de l'infrastructure. On voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui gère les serveurs et tout ce qu'il y a autour. On avait besoin de résilience, de sécurité. C'est des choses qui sont fournies aussi par les différents fournisseurs de cloud. On a besoin d'élasticité, de paiement à l'usage et surtout des briques PaaS. Alors après, on a étudié plusieurs clouds. On est parti sur du Microsoft Azure pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est de la technologie Microsoft et nous, on était déjà quasiment 100% Microsoft. En plus, c'est le deuxième cloud mondial, si je me souviens bien.
Et aussi parce qu'il justement, il propose des services PaaS qui sont très orientés microservices, donc conteneurs, et qui pouvaient s'appliquer tout à fait au modèle qu'on souhaitait mettre en place. Alors, rapidement, qu'est-ce que l'offre PaaS d'Azure? Julien vous a montré ce matin quelques composants d'Azure. Alors, bien évidemment, on a en dessous toujours des machines virtuelles, des machines physiques. Par-dessus, on va avoir une première couche de services fournie par Microsoft, qui est la couche dite IaaS, dans toute la partie infrastructure. On va retrouver des machines virtuelles, on va retrouver les containers, que Julien vous a présenté ce matin. On va retrouver aussi du stockage, des parties couches réseau virtuel. Par-dessus, on va retrouver ce qu'on appelle la partie PaaS d'Azure, donc des composants qui vont vous permettre de faciliter la mise en place de solutions. On va retrouver App Service, que je vous détaillerai juste après. On va retrouver Cloud Service et Service Fabric. Donc ce sont vraiment des solutions, des accélérateurs par rapport au IaaS, où l'intérêt c'est que Microsoft prendra en charge la partie VM, la partie OS, et vous n'avez plus qu'à gérer la partie purement applicative. Donc toutes les couches basses de votre solution seront prises en charge par votre fournisseur cloud. Donc un vrai accélérateur, et ça vous permet, quand vous êtes une start-up ou même quand vous êtes une grosse entreprise, de vous concentrer uniquement sur votre partie purement applicative et les données associées. Et par-dessus, on a différents services proposés par Microsoft dans différents domaines, soit autour de la data, avec du SQL Database, qui est l'équivalent d'une base de données SQL Server on-demand. Il vous suffit juste en 3 clics de demander une base SQL Database et vous avez une base SQL prête à l'emploi. Et encore une fois, vous ne gérez plus la couche machines virtuelles qui sont derrière et vous ne gérez plus non plus la partie serveur SQL qui seront pris en charge par votre fournisseur cloud. Donc on va retrouver des solutions autour du big data, du machine learning, de la mobilité, plus de services, etc. Toute une série d'offres de services applicatifs qui ne cessent d'évoluer de mois en mois chez Microsoft. Et une fois que vous avez cette plateforme qui est prête à l'emploi, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre applicatif, que vous pourrez d'ailleurs développer en monde Microsoft, comme a fait Unity de Crédit, mais pas uniquement. Vous pourrez très bien développer une solution microservice PaaS avec des langages comme Python, Node.js, PHP, Java ou autre. C'est vraiment une plateforme vraiment interopérable. Aujourd'hui, quand on veut développer une application dite moderne, c'est un peu un terme à la mode, hein, tout est moderne aujourd'hui. De quoi on a besoin? Généralement, on va développer un site web. On aura généralement sa version mobile, qui peut être en web ou en technologie cross-platform ou en natif. On va avoir besoin d'intégration pour que le site puisse communiquer avec votre SI et votre back-office. On aura besoin d'API. Alors, soit parce que votre solution va exposer des API pour des tiers, soit parce que vous allez aussi consommer des API exposées par votre SI ou différents fournisseurs de solutions type SaaS. Et une partie notification pour que je puisse avoir un système de communication à mettre en place entre mon application et le reste du SI. Pour répondre à ce type de problématique, ce type d'application, Microsoft propose App Service, qui est donc une solution dans la plateforme PaaS de Microsoft et qui est faite pour faire des microservices. Alors très souvent, on entend l'association microservice Docker. Certes, Docker est une solution pour faire des microservices, mais je peux aussi faire des microservices sans Docker. Et c'est tout le projet qu'a fait Unity de Crédit, c'est qu'ils étaient partis sans faire de Docker. Et inversement, c'est parce que je fais du Docker que je fais du microservice. Alors c'est quoi App Service? Ça va être 4 blocs principaux, 4 fonctionnalités. Web App, qui me permet, donc, comme son nom l'indique, d'héberger des applications web. On parle également de Server Web as a Service. Mobile App, qui va s'occuper de toute la partie Mobile Backend as a Service. La partie Logic App, qui va vous permettre d'automatiser des processus métiers, soit pour communiquer avec d'autres applications SaaS, ou pour communiquer avec vos briques on-premise, donc vraiment la partie purement intégration. Et API App, qui vous permet d'héberger vos API, donc d'exposer votre SI sous forme d'API. Et comme chaque microservice, de par sa définition, doit exposer des API, on utilisera la partie API App pour stocker ces API. Donc voilà une des solutions qui vous permet dans le monde Microsoft de développer des microservices.
mettre en place le projet chez Unity Crédit, on est parti sur une démarche DevOps. Alors pourquoi? Parce que quand on fait des microservices, comme je l'ai dit en tout début, on a besoin d'automatiser toute la chaîne de release. Et le continuous delivery est une des pratiques de DevOps. Alors DevOps, c'est quoi en quelques mots? Avant tout, ce sont des people. Donc le but de DevOps est de faire communiquer entre eux la partie dev et la partie opération. C'est pour ça que dans ce type de projet, on va créer des feature teams, on va associer les deux mondes. Les deux font l'informatique, mais les deux généralement ont du mal à communiquer parce qu'ils ont des objectifs différents. Le dev, lui, il est sur l'innovation, sur apporter de la valeur au métier. Les ops, lui, il va être là pour assurer la stabilité et la performance de l'application. Donc on va les réunir entre eux et on va mettre en place des méthodes pour qu'ils collaborent plus sur les projets, notamment en mettant des objectifs communs entre ces deux équipes. Il y a également une partie process. C'est là où on va retrouver tout ce qui va être l'automatisation des processus avec de l'intégration continue, du delivery en continu, afin d'améliorer le time to market, de raccourcir les délais entre le besoin métier et sa mise en production, et afin de délivrer de plus en plus vite des applicatifs ou un microservice au sein de votre applicatif. Et troisième point important, tout ça, il faut l'outiller. Donc on met en place des outils qui vont permettre de faciliter la communication avec les équipes et d'automatiser la partie processus en mettant en place des chaînes d'automatisation de continuous delivery notamment. Alors justement, étant donné qu'on est parti sur une approche microservice, un des inconvénients, une des conséquences, c'est que ça multiplie le nombre d'applications, le nombre d'API qui font partie du SI. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, tout environnement confondu, on doit être à environ 250 applications qui tournent. Donc pour ça, on est obligé d'automatiser tout ce qui est build, test, déploiement. Donc pour ça, on est parti sur des solutions de Visual Studio Team Services d'Azure pour gérer tout ce qui est code source, pour le build. Pour le déploiement, on travaille actuellement avec Octopus Deploy, qui nous déploie toutes nos applications de manière automatisée. Un des gros avantages aussi des briques type PaaS et donc des app services, c'est les slots de déploiement. C'est quelque chose qui permet de déployer une application en version bêta, de pouvoir faire un A/B test. On peut déterminer le pourcentage de la partition A de la partition B. Donc on peut faire tourner deux versions d'une même application dans n'importe quel environnement, que ce soit de l'intégration jusqu'à la production. Et puis voilà. Après, ce qui est très important aussi dans la démarche DevOps, c'est de mettre en place du monitoring, puisque vu que le nombre d'applications augmente, ça nécessite beaucoup plus de monitoring et de logs. Et donc c'est pour ça que l'on est parti sur une démarche DevOps pour que chaque équipe soit en charge de ses propres applications. Alors, dans ce slide, vous voyez qu'il y a des étapes qui sont peut-être un peu différentes de ce que vous voyez habituellement, notamment la partie Deploy to Slot et Swap. En fait, ce sont des fonctionnalités de App Service qui permet, lorsque vous déployez, d'avoir ce qu'on appelle des slots de déploiement. Donc vous êtes capable d'avoir à un instant T plusieurs versions de l'application en production. Donc quand je déploie la version N+1 de mon service, je vais l'employer sur un slot de déploiement. Donc à ce moment, j'ai ma prod qui tourne et à côté, j'ai un ou plusieurs slots de déploiement. Et dès que j'ai testé mon déploiement, que j'ai testé ma nouvelle version, il suffit d'appuyer sur un bouton qui va faire un swap, qui va donc transformer mon slot en production, et ma production va devenir un slot de déploiement. Donc c'est immédiat et ça permet de déployer plusieurs versions en parallèle de ma solution. L'autre avantage aussi, c'est que si je me rends compte que même après faire mes tests, j'ai un bug en production, je peux refaire un swap et je refais en gros un rollback instantané de ma version en production. Et je retourne à sa version N-1. Alors, pour nous, le résultat, le bilan d'être passé sur une architecture microservice, c'est très positif. Jusqu'à présent, on n'y a vu que des avantages. Bon, il y a quand même des difficultés, mais ça a permis vraiment de réduire le temps de mise en œuvre d'une application. C'est vraiment très rapide, c'est à la demande. Ce qui est très important aussi, c'est le cloisonnement, l'isolation. Chaque application étant indépendante
dans son contexte d'exécution, mais y compris au niveau de ses données. C'est-à-dire que même si une application commence à tomber, à prendre beaucoup de ressources sur du stockage, ça ne va pas impacter les autres applications. Elles seront complètement sauvegardées. Il y a quand même des inconvénients de passer sur une approche microservice. Un des principaux inconvénients, c'est la sécurité. Vu que l'on multiplie le nombre d'applications, on n'est plus dans une application monolithique où il suffit, je schématise, mais de sécuriser les entrées et les sorties, et toute l'application est relativement sécurisée. Là, il faut sécuriser chaque application. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un mécanisme d'authentification pour que les API puissent communiquer et savoir si elles sont autorisées de faire telle ou telle action. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Les logs applicatifs, là, on a des dizaines et dizaines d'applications qui loguent comme quoi ils ont reçu des données, qu'ils ont fait des traitements et ainsi de suite. Donc ça génère énormément de logs. Donc c'est-à-dire qu'il faut le prévoir. Il faut se faire des tableaux de bord, des alertes vraiment personnalisées. Sinon on est noyé dans les logs et ça peut devenir vite inexploitable. Et aussi le versionning des API, des applications. Ça, il ne faut pas l'oublier, que chaque application expose un contrat d'interface, un contrat de service. Et lorsque l'on fait des modifications majeures, il peut y avoir un ou plusieurs consommateurs. Il ne faut pas oublier de versionner les applications pour pouvoir garder la rétrocompatibilité. Alors, vous verrez aussi que quand vous faites des projets microservices, si vous avez fait des projets SOA dans les années 2000, je parle pour ceux qui ont eu la chance d'en faire un peu, il y a beaucoup de similitudes avec la SOA. De par le concept, de par les solutions qu'on met en place, tout ce qui est problématique de versionning, de gouvernance, de sécurisation, ce sont aussi des concepts qui avaient lieu avec la SOA. La grande différence, en dehors du fait d'avoir changé de technologie, d'être passé sur du SOAP vers du REST, de XML vers du JSON, la grande différence, c'est que la SOA, c'était une approche d'entreprise, globale à l'entreprise, avec un bus central qui permettait d'échanger tous les messages. Avec les microservices, on va plus être sur la SOA dite agile et plus être au niveau d'un applicatif et plus forcément au niveau d'une entreprise au global. Ce qui m'amène à ma conclusion qui est pourquoi partir sur des microservices? Est-ce que c'est valable dans tous les cas de figure? La réponse est non. C'est pas comme l'époque de la SOA où on voulait absolument pousser tous les clients vers la SOA. Moi, en tant que consultant, ça m'allait très bien, hein, ça me faisait des projets. Là, il faut se poser trois questions si vous voulez partir sur une solution microservice. Première question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Toutes les applications d'aujourd'hui n'ont pas forcément vocation à partir sur des microservices. Donc posez-vous bien la question, est-ce que d'un point de vue métier, d'un point de vue technique, j'ai réellement besoin de partir sur ce type d'architecture? Deuxième question, est-ce que mon organisation est-elle mature? Comme je vous l'ai dit, un des forts impacts dans l'organisation, c'est de travailler en feature team. Si votre organisation n'est pas prête, n'est pas assez mature pour être en feature team, ne vous lancez pas dans les microservices. Au final, ça ne marchera pas. Puisqu'on n'aura pas l'autonomie, on n'aura pas l'indépendance des services de part de l'organisation qui sera mise en place. Donc si vous n'êtes pas dans une démarche agile, ne mettez pas en place les microservices chez vous. Et troisième point, il faut que mon infra et mes pratiques logicielles soient également matures. Encore une fois, l'un des objectifs des microservices, c'est la scalabilité. Donc si vous avez une infra qui ne vous permet pas d'être scalable, avez-vous vraiment besoin des microservices? C'est pour ça qu'on est parti sur une solution cloud pour le projet Unity de crédit. Si vous n'êtes pas en cloud public ou même privé, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une architecture microservice? Au niveau des applications logicielles, hein, si vous n'avez pas d'outillage type DevOps, si vous n'êtes pas assez mature dans l'agilité, posez-vous vraiment la question. Parce que tous les projets aujourd'hui qui ont débuté un projet microservice et qui ont répondu non à une des trois questions, je peux vous garantir que c'est un échec à la fin du projet. Donc ce n'est pas une approche qui doit être systématisée dans vos entreprises. Dernier point, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à aller sur le site de Microsoft qui s'appelle Microsoft Experience, qui est une plateforme en ligne de vidéos. Julien me dit merci. Vous allez pouvoir retrouver différentes vidéos et là vous avez le lien pour récupérer le QR code pour retrouver la vidéo où Christophe et moi on vous explique le projet Unity de crédit. Est-ce que vous avez des questions?
Oui. Oui, je voulais juste savoir si vous aviez utilisé des technos de conteneurisation. Si vous aviez utilisé des technos de conteneurisation. Alors, on n'a pas utilisé de conteneur en tant que tel. Enfin, on n'a pas utilisé de technologie type Docker ou conteneur tel que vous a présenté Julien. Mais en fait, App Service, quelque part, sans être vraiment avoir la définition d'un conteneur, a un rôle de conteneur. Donc, vous avez les mêmes caractéristiques qu'un conteneur. Sauf que vous ne gérez pas du tout les couches basses. Vous déployez votre code comme si vous le déployez dans un conteneur. Sauf que là, c'est App Service. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut faire des microservices sans utiliser de Docker. Juste une petite question. On parle souvent, effectivement, il faut se poser la question avant de mettre en place une architecture microservice. Et on dit à chaque fois, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que là, de tête, tu as un exemple d'un projet pour lequel une architecture microservice serait surtout à ne pas mettre en place? Des exemples, il y en a plusieurs. Le plus courant que je rencontre, c'est que vous avez une application legacy qui évolue une fois tous les 5 ans. Parce que je n'ai pas de besoin métier pour la faire évoluer. Ce n'est pas la peine de la transformer en microservice. Oui, du coup, dans le cas d'une transformation. Alors, généralement, les microservices, aujourd'hui, on est surtout sur des projets de transformation. J'ai très peu rencontré de projets où je démarre from scratch sur une conception microservice. Parce que souvent, quand on démarre sur des projets from scratch, si vous êtes dans une démarche agile et vous avez déjà une approche type cloud, là, les microservices ont un vrai intérêt pour vous. Mais aujourd'hui, les projets qu'on rencontre le plus souvent sont des projets de transformation, de migration de legacy vers du microservice. Dans les définitions que vous évoquez pour décrire ce qu'est un microservice, vous dites notamment que le microservice doit avoir une utilité métier. Et je me demande pourquoi, parce que, par exemple, ça pourrait très bien être un service de log ou un service technique. Et qu'est-ce qui vient étayer le fait d'avoir cette nécessité d'être lié à une fonctionnalité métier? Oui, ça peut être technique dans certains cas, je suis d'accord avec vous. Mais gardez en tête qu'avant tout, ça doit être un service métier. Si on part sur des microservices techniques, on aura une granularité des microservices qui va être trop petite. Et surtout, on va avoir une multitude de microservices et ça n'a pas forcément d'intérêt. Gardez en tête que quand vous définissez un microservice, faites-le d'abord pour répondre à un besoin métier. Pour éviter d'avoir, pour exemple, un site comme Unity de crédit, vous avez combien de microservices aujourd'hui? Une quinzaine? Oui. Ouais, après, le risque, c'est qu'on a des centaines de microservices pour un applicatif et ça devient ingérable. Donc ne refaites pas ce qu'on avait fait aussi encore avec la SOA, où la SOA, on avait 2 couches de services, les services techniques que j'exposais de mon SI et les services métiers que j'exposais. Là, la recommandation que je vous fais, c'est de partir vraiment sur des services métiers et pas techniques. Ça n'exclut pas d'avoir des exceptions, hein, mais la granularité de microservices est importante. Et encore une fois, c'est pas la taille qui est importante, parce que souvent des microservices, ça veut dire que c'est petit. Un microservice peut être fonctionnellement très important. Et le fait d'avoir aussi des services techniques trop importants fait qu'on aura trop de dépendance entre les microservices. S'ils sont métiers, s'ils sont un périmètre fonctionnel bien défini, on aura plus facilement l'autonomie et l'isolation du microservice. D'accord, donc on ne se l'interdit pas, mais on commence l'analyse par le métier pour découpage. Oui. Donc, surtout, ne commencez pas par définir vos microservices techniques avant de faire des métiers. C'est ce qu'on a fait, c'est des approches bottom-up de la SOA, et je vous garantis un échec. D'autres questions ?
Du coup, d'après ce que j'ai compris, vous étiez surtout .NET à la base. Alors moi, je suis plus du monde Java, donc .NET, je connais un peu moins, mais de ce que j'ai compris, c'est que pour faire tourner une application, on a besoin d'un gros service, un gros serveur d'application, pardon, je veux dire. Du coup, est-ce que lors de votre migration, vous avez migré aussi techniquement vers un peu plus du, je sais pas moi, du Java, du Scala, du Go, ou tout ce que vous voulez? Vous êtes vraiment resté sur du .NET, et du coup, chacun de vos microservices est déployé sur un énorme serveur d'application, ou c'est que des... Comment c'est géré techniquement? En fait, oui, donc on est sur .NET et on est resté sur .NET. On fait exclusivement que cette technologie. Pour nous, un microservice, donc c'est souvent, comme je disais, c'est souvent des API. Donc en l'occurrence, c'est des Web API de Microsoft. Et c'est déployé dans App Service. Et en fait, App Service, c'est un conteneur. Donc derrière, il y a plusieurs machines virtuelles, mais que l'on ne voit pas. Et dans ce App Service, on peut créer autant de conteneurs que l'on souhaite. Et dans chaque conteneur, on va y déployer une application. Donc en fait, ça ne nous a pas du tout fait champ, on n'a pas un gros serveur d'application, on a juste en fait plusieurs conteneurs, et dans chaque conteneur, on a différentes applications. L'intérêt aussi des approches microservices, c'est que pour chaque service, vous allez pouvoir définir des ressources matérielles différentes en fonction du microservice. Donc on n'est plus obligé d'avoir que des gros serveurs d'application, mais avoir des serveurs d'application plus adaptés en fonction du service, en fonction de la performance attendue, de sa scalabilité et de son niveau de service que vous souhaitez. Donc vous avez quelque part une infrastructure qui va être plus adaptée aux besoins du microservice. Et l'intérêt des solutions PaaS d'Azure, c'est que vous avez une abstraction par rapport à cette couche ressource qui est en dessous. Je vais juste allouer de la ressource à Microsoft sans forcément savoir comment c'est géré derrière. Du coup, juste pour comprendre, la différence que vous faites entre un microservice et un service, c'est quoi? Parce que c'est là-dessus que en fait, je n'arrive pas finalement à comprendre votre définition du microservice. Parce qu'en fait, quand on parle de microservice, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un service avec une API, avec potentiellement plusieurs serveurs Windows derrière? Ou est-ce qu'un microservice, on en entend par là un process ou quelque chose comme ça? Que du coup, en effet, qu'on parle de containerisation au sens large du terme, mais pas seulement d'une techno, donc en effet là, mais pourquoi on parle de microservice et pas de service? Alors, pourquoi? Parce que quand on parle de service, encore une fois, on va revenir à des approches très SOA qu'on faisait avant. Le microservice, il a une différence, ce sont ses caractéristiques. La différence entre un service et un microservice, il faut que votre microservice soit autonome et indépendant. Ça, c'est un point fondamental. C'est peut-être l'un des plus importants pour moi dans toutes les caractéristiques d'un microservice. Il faut surtout qu'il soit autonome. Alors qu'un service, pas forcément autonome. Il peut avoir un couplage fort avec d'autres services, etc. Alors pourquoi il y a le mot service? Parce que dans un microservice, dans sa définition, on va exposer des API. Il va être exposé sous forme d'API. On va retrouver souvent deux types d'API, les API publiques et API privées. Public, c'est pour que je puisse être consommé par d'autres services, d'autres applications. Et privé, ce sont plus des API d'administration et de configuration des services. Donc si vous faites un microservice qui ne répond pas à l'ensemble des caractéristiques,